j'échange nos slides, mais ça me permet je comprends pourquoi on est potes aussi, c'est que on voit les mêmes choses, il y a les mêmes choses qui nous énervent, donc c'est parfait. Donc, je ne suis pas un spécialiste du droit. Je vais quand même vous faire quelque chose sur la Creative Commons. Alors, d'où je parle? Je ne suis pas développeur non plus. Je suis prof dans une école d'ingénieurs, bon, celle-ci. Moi, je viens plutôt des sciences sociales. Alors, je vais essayer d'amener ce regard-là. Des fois que ça pourrait peut-être nous aider, ou peut-être voir tout ce dont on a parlé sous un autre angle. Alors, déjà, donc voilà. On va commencer par un peu de musique. Ah bah tiens, qu'est-ce que je... J'ai pas trop de musique, mais je ne sais pas si vous connaissez le Miserere de Gregorio Allegri. Ça joli, hein. On va lancer. J'arrête pas de cliquer sur le prochain pour faire les conneries. Excusez-moi, c'est Linux. C'est bien parce qu'on assume une part de galère et de bricolage. Il faut qu'on ait oublié de dire, mais comme on est entre nous. On utiliserait Vim, il n'y aurait pas de problème. Alors bon, c'est une très jolie musique, on va dire, d'accord. Je voulais juste rappeler une chose, c'est qu'on parle de droit, d'auteur, de propriété intellectuelle. Et il faut se souvenir quand même que ce n'est pas une notion qui a toujours existé, cette histoire de propriété intellectuelle. Pendant longtemps, il n'y avait pas de propriété intellectuelle. Et donc... Ah ouais, d'accord, j'ai compris. J'ai vu ce qui se passe. C'est parce que... Voilà. Maintenant, ça va aller. Voilà. Il y avait donc à Rome, à la chapelle Sixtine, un Miserere qui se jouait régulièrement aux alentours de Pâques, écrit par un certain Gregorio Allegri. Donc, un certain nombre de gens se précipitaient à cette époque-là pour écouter ce magnifique air, que personne ne pouvait rejouer et réécouter par ailleurs, puisque la partition était gardée jalousement par le Vatican. Il y avait même, à cette époque-là, une injonction à tous les gens qui avaient eu la partition entre les mains. On leur disait, si tu divulgues cette partition, tu seras excommunié. Et même les musiciens donc, de la chapelle Sixtine avaient ordre de jamais faire de copie de ça. Donc il n'y avait pas vraiment de propriété intellectuelle, c'est juste un secret. Ça existe, c'est une manière de protéger la connaissance et le secret. Sauf qu'il y avait un des plus grands génies de la musique, Mozart. À 14 ans, son père l'amène à Pâques écouter cette messe, et en sortant de l'église, dans sa petite chambre d'hôtel, à l'oreille et de mémoire, il recopie la partition. Et à partir de ce moment-là, il divulgue finalement cette connaissance, et puis la connaissance... voilà. Donc d'autres gens se sont mis à pouvoir jouer et écouter cette musique. Mozart n'était pas tenu au secret, lui, on ne lui avait pas dit qu'il serait excommunié, on n'avait pas interdit de le recopier si on s'en souvenait. C'était absolument impossible que quelqu'un se souvienne d'une œuvre de 25 minutes avec 8 voix différentes. Bon, sauf un pouvait le faire. Voilà. Donc, la suite de Mozart, c'est que lui-même, toute sa vie, n'a jamais pu bénéficier de propriété intellectuelle. Il a vécu, lui, Mozart, parce qu'il avait des mécènes. Il cherchait des protecteurs. Pendant longtemps, les gens qui avaient cette faculté à créer de la connaissance, ou de la nouveauté, ou de l'innovation, parfois ne pouvaient pas jouir des fruits de leur création, mais ils pouvaient juste espérer être protégés. Voilà. D'accord? Donc c'est une vieille histoire, puisque je veux dire, l'ensemble
de l'humanité, jusqu'au XVIIIe siècle, s'est débrouillé comme cela. Jusqu'à une lutte entre deux visions un petit peu différentes, qui perdure encore. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as parlé de Beaumarchais, mais en fait Beaumarchais, lui, il a travaillé sur un premier texte qui a été fait par Condorcet, juste quelques années auparavant. Mais encore un petit peu avant la Révolution, il y a cette vision de Denis Diderot, l'encyclopédiste, qui dit il y a des biens communs que nous souhaitons créer, et puis surtout, je dirais, la connaissance humaine, elle doit être diffusée à tous le plus largement possible. C'est pour ça que nous allons faire une encyclopédie dans laquelle toute la connaissance humaine sera répertoriée. Et puis déjà, à l'époque, il y a une magnifique innovation technologique qui est l'imprimerie, qui va permettre ensuite de dupliquer cette connaissance à un coût moindre et de la diffuser. Puisqu'en fait, il faut bien se rendre compte qu'avant l'invention de l'imprimerie, une copie, ça coûte très cher. Les moines copistes copiaient main à la main en faisant des belles enluminures, etc. Ça coûtait une fortune. Rien que de copier la connaissance une seule fois, ça coûtait une fortune. Et les grands princes mettaient des investissements terribles pour s'acheter une copie de la Bible ou une copie de Plutarque ou de je ne sais quoi. Rien que la copie coûtait cher. Donc avec l'encyclopédie, la valeur n'est plus dans le matériau, elle est juste dans le prix de la copie qui est très faible en fait. Donc on a commencé à voir comme ça une duplication de la connaissance à ce moment-là. Avec l'idée que la connaissance serait un bien commun, universel pour tous. Une belle utopie des encyclopédistes. Mais comme tu l'as dit, Beaumarchais écrit une pièce, et puis il a la sensation de se faire exploiter, mais c'est surtout qu'on arrive à une époque, 1790, juste après la Révolution, l'abolition des privilèges. Et Condorcet lui dit, finalement, le droit d'imprimature qu'avaient certains, c'est aussi un privilège qu'il faut abolir. Et les auteurs devraient pouvoir vivre de leur connaissance. C'est pas juste celui qui a le droit d'éditer, d'imprimer ou de produire. Il a ce privilège sur moi. Pourquoi? Moi, auteur, j'ai le droit aussi de jouir du fruit de mon travail. D'accord? Donc il vient s'opposer finalement à une version. La connaissance, ce serait quelque chose d'universel, et d'autres disent le créateur a le droit de jouir de ce qu'il crée. Il y a une balance qui se met en place et qui est toujours là aujourd'hui. Il faut essayer d'avoir cette vision assez balancée. Je ne sais pas si vous connaissez À l'abordage, la BD de Anders Bengtsson, qui est en Creative Commons. C'est assez génial cette BD, il faut aller la lire, c'est super. J'ai créé cette présentation en lisant la BD quasiment. Il y a tout dedans. Et en particulier, donc, il refait cette balance-là où on voit qu'à l'origine, la propriété intellectuelle, elle doit concilier deux intérêts contradictoires. C'est-à-dire que le droit à l'auteur, au créateur, à celui qui invente quelque chose, de vivre de ce qu'il fait, parce que c'est humiliant d'être absolument obligé d'être chercher un protecteur, de flatter les protecteurs aussi, pourquoi pas, pour pouvoir avoir le droit de créer. C'est normal que celui qui crée, celui qui invente la nouveauté, puisse quand même espérer en vivre un petit peu. Mais de l'autre côté, il y a l'intérêt général. Il y a la nécessité de créer des ressources pour toutes et pour tous. Okay, donc voilà, c'est vraiment les deux plateaux de la balance. Dans le monde anglo-saxon, on est encore plus, je dirais, pragmatique, en disant la propriété intellectuelle, au départ, dans le mercantilisme, dans la version anglo-saxonne de base, c'est le mercantilisme, c'est-à-dire que c'est le droit à chacun de commercer, de vendre, d'acheter, etc. On est antitrust dans le libéralisme pur anglo-saxon ancien, on est antitrust justement. Donc on dit, il est absolument interdit, par exemple, il est absolument interdit d'avoir de la propriété intellectuelle, philosophiquement. Sauf que l'incitation à innover a fait qu'on a fait cette exception en disant, il y aura quand même un droit d'auteur pour que ceux qui innovent, qui créent, aient une incitation personnelle à innover. Donc ils sont à peu près pareils, ils ne mettent pas la même étiquette sous les deux plateaux de la balance, mais on est à peu près pareil. Le droit à tout le monde de commercer, de faire du business, d'agir, mais le privilège pour certains qui inventent de pouvoir jouir de leur innovation personnellement. D'accord? On a ces deux balances. Je continue. Sauf que voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années? 70, ce chiffre-là, c'est quoi? C'est la validité de la propriété intellectuelle après la mort de l'auteur. Après la mort de l'auteur. C'est-à-dire que, par exemple, entreront
dans le bien commun de l'univers les chansons des Beatles, 70 ans après la mort du dernier Beatles. C'est-à-dire c'est pas demain la veille. Michael Jackson, vous pourrez sampler librement du Michael Jackson sans avoir à rendre des comptes aux ayants droit de Michael Jackson, pas avant 2000... il est mort en quelle année 2010 2080, quoi, vous voyez. Bref. Ça peut être prolongé jusqu'à 120 ans dans le droit américain si c'est une personne morale qui détient la propriété intellectuelle. Donc ce ne sera peut-être pas avant 2130 en fait, en vérité. Voilà. Je ne vais pas binailler, gardons ça, juste comme ça. Voilà. Donc vous voyez comment, peu à peu, alors ça c'est passé petit à petit, hein, parce qu'à l'époque de Condorcet c'était 5 ans, Beaumarchais c'était 5 ans je crois dans la première constitution, en se disant il faudra quand même qu'on puisse nourrir les bâtards ou les enfants du créateur, et puis voilà. Et puis peu à peu, parce qu'il y a une industrie culturelle qui s'est développée, parce qu'un certain nombre de pays se sont rendus compte que la propriété intellectuelle était un des fondements de leur richesse, au travers l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'ACTA, etc., on a réussi à faire passer l'idée, le fait que c'était à 70 ans. Allez voir sur Wikipédia, il y a une page avec un immense tableau qui répertorie tous les pays et la propriété intellectuelle dans tous les pays. Et c'est la moyenne, 70 ans. Certains pays sont à 50 ans. Il y a 50 ans. D'autres. Voilà, et d'autres à plus, voilà, 50, 90, 70, 75. Donc on voit bien que, si je reprends la balance que j'avais avant, l'incitation à innover, normalement garantie par le droit d'auteur, elle commence à s'alléger un petit peu. Et vous allez voir pourquoi c'est si emmerdant que ça, de prolonger cette propriété intellectuelle indéfiniment comme ça. Un petit exemple. 1928, un film sort de Buster Keaton qui s'appelle Steamboat Bill. Le premier Mickey sort en 1928, fait par Walt Disney, et il s'appelle Steamboat Willie, la même année. Buster Keaton n'a pas fait de procès à Walt Disney. Lui-même, Walt Disney, c'est un grand sampleur, c'est quelqu'un qui a pris plein de choses qui est autour de lui. Les contes de Grimm, par exemple. Hein. Il me semble que Grimm est mort en 1863. 1863 plus 70 ans, ou plus 120 ans, ça devrait faire 1940, 1950. C'est juste. Les 7 nains, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Parce que mon raisonnement, c'est de dire, si la législation d'aujourd'hui avait été en vigueur à l'époque de Walt Disney, est-ce que Walt Disney aurait eu une incitation à innover comme il l'a fait? Vraisemblablement non. Parce que les ayants droit des Grimm, ils seraient tombés dessus. Dans les Blanche-Neige et les 7 nains, qui est un conte de Grimm, on prend allègrement et il retravaille le conte de Grimm, il en fait quelque chose. Et merci Walt Disney, nous avons tous rêvé de cela, ça fait partie de notre enfance. On pourrait se dire, bon sang, ça fait partie du bien commun, Mickey et Walt Disney. Tous les êtres humains le connaissent, c'est dans les cerveaux de chaque être humain. Eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire ce qu'a fait Walt Disney? La réponse est non. Vous avez en bas à droite un extrait de la BD de Dan O'Neill et Ted Richards, qui a commencé à sortir en 1971. Vous voyez, il a mis des personnages de Walt Disney dans des situations un peu scabreuses et rigolotes. Donc, vous voyez, il y a Mickey qui fait why won't anybody fuck me? Donc voilà, il n'est pas très heureux. Eh bien, il s'est pris un procès par les ayants droit, bien sûr, de Disney. Et ils ont dû payer, d'abord retirer une certaine partie des BD, puis ensuite payer aussi des royalties, etc., etc. Donc on voit bien que ce qui était au départ la propriété intellectuelle, une incitation individuelle à innover, devient au contraire un frein à l'innovation. Et je rebondis sur ce que disait Laurent tout à l'heure, quand il disait de patent troll, on est un peu dans la même idée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une approche de la propriété intellectuelle purement défensive, donc ils se fabriquent des gros portefeuilles de brevets au cas où. En fait, au cas où, parce que ça leur permet d'attaquer toute personne qui viendrait faire une innovation dans leur domaine. Ils vont toujours trouver dans leur portefeuille de brevets, Macintosh va toujours trouver dans son portefeuille de brevets un truc pour vous attaquer si vous venez un petit peu dans leur précaré. Oh, moi j'ai la propriété intellectuelle là-dessus, sur le tournage de page, même des trucs qu'ils n'ont jamais utilisés, mais au cas où. Mais je croyais qu'un brevet, il fallait le mettre en application à un certain délai après le dépôt, sinon il tombait pas. Alors, oui, mais le problème c'est que sur le développement logiciel, il y a sur des délais très courts. c'est 20 ans pour l'industrie. Et que 20 ans pour un brevet, en développement logiciel, c'est une bonne époque. Donc
Tu bloques pendant 20 ans tout le développement possible. On peut quand même le garder 20 ans, et pour le renouveler, il faut avoir des bonnes raisons. Cela dit, non. On ne peut pas s'amuser à ce jeu-là. Non, mais ça n'empêche pas un industriel de faire des prototypes, parce qu'il peut le mettre en application sur des séries limitées, il n'est pas obligé d'avoir produit en grande série. Je ne suis pas en train de dire que c'est nul, hein, la propriété intellectuelle. La propriété industrielle me semble intéressante. Là, on est sur la propriété intellectuelle, ce qui est une branche de la propriété. Enfin, la propriété industrielle est un sous-exemple de la propriété intellectuelle. Il faut que les auteurs puissent vivre un peu. Oui, tout à fait. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Pas les éditeurs. Mais est-ce que les arrière-petits-enfants d'un auteur, vivant de la rente de leur grand-père, est-ce que c'est bien? Moi je pense que c'est un frein à l'innovation. Mais bon, je vais vous donner un dernier exemple. It Takes a Million, c'est l'album de Beastie Boys, qui est sorti en 1980 et quelques. Là, voilà, c'était un album classé par les Inrock ou autres parmi les 100 meilleurs albums de pop music de tous les temps, etc. etc. Dedans, il sample allègrement 50, 60 chansons par morceau. Plein de bruit pris ici et là. Parce qu'ils ont profité, je dirais, du fait qu'il n'y avait pas encore d'antériorité sur la propriété intellectuelle pour ce. Ils ont fait du patchwork, du collage, comme ça s'est fait dans d'autres arts. Hein. Ils ont pris plein de choses, ils les ont collées, ils ont fait des morceaux avec, etc. Mais depuis, les ayants droit se sont réveillés un peu partout et demandent des royalties à toute personne qui fait du hip-hop en disant tu as samplé un bout de ma chanson, je veux des royalties sur ce que tu payes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les artistes de hip-hop qui produisent font en sorte de sampler 2 ou 3 morceaux, pas plus, par chanson, ce qui évite d'avoir à payer des royalties à 50 auteurs différents. Et il y a un certain nombre d'articles qui sont parus, vous irez chercher, qui disaient comment un certain nombre de chanteurs de hip-hop disent qu'ils prennent en compte la propriété intellectuelle dans leur création. On voit bien comment elle pèse finalement sur ce qu'ils créent. C'est un frein à leur créativité, puisque d'entrée de jeu, ils se disent oh là là, je ne vais pas prendre ça, ça je vais faire attention, ça je vais faire attention, ça je vais faire attention. Alors moi je milite pour qu'on continue à ce qui est de la propriété intellectuelle. C'est important, je crois. C'est une incitation à innover. Ce que je veux, c'est que la balance ne soit pas comme ça, c'est qu'il y ait quand même du bien commun, qui se traite pour tout le monde. Voilà, je dis rien de... Je ne suis pas trop révolutionnaire, moi, je suis un petit peu... C'est surtout que ça crée des clans quand c'est déséquilibré. Si tout le monde est d'accord, si ça crée du bien commun, on va être d'accord de payer quelque chose qui va être forcément libre ou quelque chose comme ça, en sachant que 5 ans plus tard, par exemple, ce sera ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'attendre un petit peu, oui, voilà. Attendre jusqu'à notre mort, voire celle de nos enfants, ouais. C'est autre chose, quoi. Pas... Et c'est ce que demandaient les auteurs du 18e. Ils demandaient 5 ans après la mort. Pourquoi pas 10, 20 ans comme la propriété industrielle, c'est bien 20 ans. 70 ans, c'est vraiment exagéré. Ça me semble exagéré. À la limite, une génération. Voilà, je pense qu'on pourrait partir de quelque chose. Mais il y a une troisième voie. C'est les Creative Commons, justement. C'est une autre manière de créer des communs. Et vous allez voir qu'on peut faire de l'argent aussi avec les communs. D'abord, rétablissons les communs. Et ce que c'est que les communs? Pendant très longtemps, c'est ce que les économistes parlent de la tragédie économique. La tragédie économique, dans les théories de l'économie, c'est que on pensait, les néoclassiques pensaient que s'il y avait un bien commun quelque part, le bien commun était abîmé. Par exemple, si vous aviez un champ commun quelque part dans un village, puisque le bénéfice est individuel mais le coût partagé, je mets un maximum de vaches dans le champ partagé, puisque je vais avoir un bénéfice, mes vaches vont grossir, et ça va abîmer un champ commun, donc le coût du champ, il est partagé. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelait la tragédie économique, et on pensait que c'était comme ça, et on pensait que c'était pour ça que c'était bien qu'il y ait de la propriété privée, et uniquement de la propriété privée. Ou alors, une propriété étatique. Donc on avait un peu ce truc entre gauche, droite, entre propriété privée, tout public. Voilà. Et en fait, cette dame, Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009, elle est morte en juin dernier. En juin 2012, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est la première femme à avoir un prix Nobel d'économie, comme je disais. Elle a fait un travail remarquable de toute l'histoire économique de nos pays, de notre continent, et elle a montré à quel point l'utilisation de biens communs avait été déterminante en vérité.
Et qu'en fait, les communs étaient gérés par des communautés. Et qu'une communauté, son travail, c'était pas de l'exploiter, le bien commun, mais de l'entretenir, de le ratisser, de faire qu'il continue à vivre. Comme vous savez, ces droits de package qu'on pouvait avoir, d'aller ramasser du bois, des châtaignes, les champs communs, ça existait, et ils n'étaient pas du tout abîmés. Les gens avaient des règles entre eux. Si quelqu'un abîmait le champ commun, il n'avait plus le droit d'y mettre ses bêtes après. Donc, il ne faut pas prendre les individus... il ne faut pas prendre le peuple pour des imbéciles, ils savent aussi entretenir un bien commun. Et donc, probablement que le poids des actifs communs dans l'économie a été souvent, très très souvent, sous-estimé. La preuve, Laurent vient de le dire, le poids du bien commun du système d'exploitation Linux dans l'existence de l'Internet est gigantesque et vraisemblablement sous-estimé par des analyses économiques néoclassiques. Et donc, on a tous sans doute intérêt à créer des biens communs pour ensuite, individuellement, si on souhaite s'enrichir avec du bien commun, ma foi, il n'y a aucun problème. Ça n'empêche pas d'avoir de la propriété intellectuelle individuelle non plus, d'ailleurs. On peut avoir les deux, du bien commun, de la propriété intellectuelle individuelle. On peut travailler une partie de son temps à entretenir un champ commun pour les autres agriculteurs et une autre partie de son temps à avoir des poules ou un porc que l'on va engraisser, pour reprendre les images de la paysannerie. On peut faire exactement pareil dans le business, il n'y a pas de raison, rien ne nous en empêche. Et justement, les Creative Commons, qui est un autre type de licence, nous y autorisent et nous y incitent. Alors, je ne sais pas, vous connaissez sans doute les Creative Commons, un certain nombre d'entre vous. Qui ne connaît pas les Creative Commons ou pas trop? Bon, ça va, je vais faire vite alors. En gros, tu as 3 couches. Ça, c'est des copier-coller de leur site, hein, donc voilà, tout va bien. La couche juridique, très compliquée, difficile à lire sur les pages juristes. En dessous, la couche lisible par les humains, c'est-à-dire que normalement un internaute moyen devrait comprendre en lisant cette couche-là. Et ensuite, vous avez une couche machine, c'est-à-dire que ce sont des choses que vous n'allez pas voir, vous, mais que les machines vont voir, c'est-à-dire qu'une image qui est en Creative Commons, ou une vidéo, ou un texte qui est en Creative Commons, peut être tagué d'une certaine manière, de manière à ce qu'une machine, lorsqu'elle cherche un contenu en Creative Commons, sache qu'elle est tombée sur un contenu en Creative Commons. Voilà. Ensuite, la licence en elle-même, je ne vais pas vous la lire, c'est juste que c'est un peu la même logique au départ que les licences GNU, sauf qu'il y a un certain nombre de variations possibles. Hein. La base, c'est l'attribution. La première, c'est l'attribution, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire une photo. Moi, je veux bien que n'importe qui utilise mes photos. C'est juste que voilà, j'ai un problème d'ego. J'ai de l'orgueil, une fierté. J'ai envie qu'on dise que ce sont mes photos, même si elles sont moches. Et dans ce cas-là, je vais choisir la première licence. C'est-à-dire que je demande à ce qu'on reconnaisse ma paternité sur quelque chose. Voilà, c'est tout. Par contre, j'autorise à ce que quelqu'un l'utilise commercialement, j'autorise à ce que quelqu'un la prenne, rajoute des trucs, fasse une nouvelle version, etc., etc. Et puis ensuite, on va dans de plus en plus de restrictions. Donc on peut décider si on souhaite qu'elle soit, je dirais, modifiée ou pas, et on peut décider si on souhaite qu'elle soit utilisée commercialement. Si vous avez des ambitions, par exemple d'être un photographe qui vend ses photos, Creative Commons est tout à fait possible. Vous pouvez mettre une photo avec non-utilisation commerciale, non commerciale, d'accord ? Donc vous interdisez à ce qu'on utilise commercialement. C'est une interdiction a priori. Si quelqu'un vient me voir et qui me dit ta photo, vraiment je l'adore, je veux la mettre en 4x3 dans toutes les rues de Paris et je suis prêt à payer 50 000 €. Pas de problème, c'est moi qui décide. J'ai juste le droit d'interdire. On n'aura pas le droit d'utiliser commercialement sans mon avis, et puis c'est tout. Mais par contre, le fait qu'elle soit en Creative Commons, on a le droit de l'utiliser non commercialement. C'est-à-dire que si quelqu'un veut la montrer à quelqu'un d'autre, s'il veut ne pas faire de la pub, mais juste illustrer quelque chose qui est gratuit, il peut. C'est très bien pour la notoriété, parce que comme il y a une paternité, en bas, ça sera mis photo by Guillaume Perrochot. Donc il n'y a pas de problème. C'est cette autre manière de faire qui est en train de se développer énormément. Alors on pourrait se dire, oui, c'est un doute. Oui. Il n'y a pas celle domaine public. Si. C'est alors, c'est il y a encore. C'est vu après en fait. Ouais. Depuis, ils ont rajouté cette possibilité de carrément dire
j'ai fait quelque chose, alors là il n'y a pas de paternité, il n'y a rien du tout, c'est du domaine public, d'entrée de jeu. Il y a deux choses différentes, c'est le C0 et il y a la certification de domaine public. Le C0, c'est quand on a créé quelque chose et qu'on veut le faire entrer dans le domaine public. Et la certification de domaine public, c'est-à-dire en fait on a un bâtiment qui date de 1700, on prend photo, on peut dire que le bâtiment de base, il est dans le domaine public. On peut le certifier dans le domaine public. Il y a ces deux choses-là. Je ne sais pas si les promotes... C'est C0, c'est le Creative Commons. créateur qui décide de donner ça à la communauté. C'est ça, voilà. Celle de Wikipédia, c'est la deuxième, Sharealike. Oui. Les commons de Wikipédia, c'est Sharealike. C'est du bail, ça. Ouais, C'est ça, bye. Tandis que le C0, il n'y a pas de Les gens en font ce qu'ils veulent, simplement. On peut en faire ce qu'ils veulent. Voilà. Oui, mais alors, il y a une chose à préciser qui est évidente quand on connaît, mais qui surprend souvent quand on illustre concrètement ce que veut dire la licence Creative Commons de Wikipédia, c'est qu'un éditeur au hasard allemand il y a quelques mois qui prend les pages de Wikipédia à propos d'un domaine, au hasard la science, qui imprime les pages, qui les relie et qui vend le livre, il a le droit. Bah oui, Ouais, mais ça, dites-le. Je pense à une encyclopédie sur l'aéronautique, dans lequel l'article de Nice Matin, à mon avis, c'est net. Oui, mais... Enfin, pas à mon avis, c'est sûr. Nice Matin, il est autorisé que pour l'encyclopédie de l'aéronautique, il n'est pas autorisé pour les auteurs. Mais les articles de l'encyclopédie sont ouverts. Et c'est là qu'on voit bien que c'est un bien commun. Et tout à fait d'accord. Mais il ça prend bien crée, commun. moi je le vois avec des étudiants, on leur raconte ça, et pas des étudiants en économie, hein. Ils ouvrent des yeux. Comme ça en disant, mais, bah oui, ici. Bon, voilà, c'est pour illustrer concrètement. Attention, c'est la photo de l'article de Nice Matin qui est. Oui, Sur lequel ils disent vous pouvez le mettre un truc, mais marquez que. Par contre, le texte, vous pouvez reprendre le texte, recopier le texte si vous voulez, et marquer auteur tel journaliste. Il faut reconnaître la paternité. C'est C'est le BABA. je peux du vendre Creative l'article dans la série des articles qui sont sur un CD avec, enfin oui, enfin bon, ça, on dérape, je veux pas d'ailleurs. Non, mais après, je vois qu'il est de toute façon, c'est l'heure, donc c'est très bien. Je voulais finir sur, tout simplement, sur Creative Commons, il y a le bouquin The Power of Open, je ne sais pas si vous l'avez regardé, je vous le conseille, puisqu'il y a plein d'exemples de business et de gens qui se sont montés en utilisant du Creative Commons. Et c'est bien, parce que ça permet de dire, oui, ça marche, on peut faire des choses, on peut monter, finalement, comme dans le livre, on peut monter une entreprise, par exemple, qui est... je suis un intégrateur de solutions open source, je vends du travail de développeur, je ne vends pas la licence, mais il y a plein d'autres manières de gagner de l'argent. Et c'est pareil, il y a plein d'autres manières de gagner de l'argent dans les industries créatives, intellectuelles, que de juste se baser sur la propriété intellectuelle, bien entendu. Il y a un exemple qui est tout simple, c'est pas celui-ci, je vais le passer, voilà, TEDx, vous connaissez tous TEDx, hein, ces petites conférences qu'on trouve gratuitement sur YouTube. Eh bien, vous voyez, comment s'appelle-t-elle, Jules Cohen dit The first year after releasing the videos of talks for free, we raised the cost of conference by 50%. Je repasse en français. Et nous avons vendu en une semaine à 1000 personnes. Nous avons tout vendu en une semaine et il y avait 1000 personnes sur la liste d'attente. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont autorisé, ils ont mis leur vidéo en Creative Commons, alors que c'est quand même. Ils font des conférences avec des speakers. Ils filment. Ils mettent tout en Creative Commons. On peut se dire, ils sont malades ou quoi, puisque de toute façon, ils sont en train de mettre en libre et gratuit aussi tout ce qu'ils font. Eh bien, comme ça a permis de gagner en notoriété pour les TEDx, maintenant TEDx est archi connu, et il y a un TEDx qui passe quelque part, on dit j'ai envie d'y aller quand même. Et donc, vous y allez. C'est un peu comme tu donnais l'exemple tout à l'heure, la musique c'est aller au concert qui est important. Je ne sais plus qui disait ça, mais là c'est un peu pareil. C'est aller aux conférences qui est intéressant. Et après tu peux regarder TEDx en ligne, mais ce qu'on a envie de faire, c'est de vivre l'expérience d'être dans un TEDx, parce que c'est sympa, c'est intéressant. Et on peut aller discuter avec le conférencier. Bah oui, ça n'a rien à voir. Puis avec les gens qui sont dans la salle, et comme on le fait aujourd'hui. Hein. Voilà, comme les gilets. Autre exemple, par exemple, Pratham Books,
c'est un éditeur de livres avec l'ambition de mettre un livre dans les mains de tous les Indiens, de toutes les classes, etc. Et là, c'est pour des raisons de ne pas avoir à gérer plein de partenaires qui impriment aux quatre coins du continent, avec à chaque fois refaire des contrats de distribution très compliqués. Tu auras le droit de faire ça, tu n'auras pas le droit de faire ça. On met tout en Creative Commons, non commercial. Si quelqu'un veut l'imprimer et le donner, ma foi, qu'il le fasse. Seulement, si quelqu'un veut faire un beau livre qui marche bien, il devra nous le demander. Et puis voilà. Et cette entreprise, je ne sais combien d'employés aujourd'hui, elle fonctionne pas trop mal, ma foi, apparemment. En tout cas, c'est le cas ça. Voilà, vous trouverez plein d'autres exemples. Alors, dans les milieux universitaires, en ce moment, il y a une guerre. Il y avait encore un article sur Le Monde la semaine dernière là-dessus, sur, donc, ma foi, est-ce que les articles scientifiques doivent être mis en Creative Commons, comme moi j'aurais tendance à le croire, mais les éditeurs, parce qu'il y a des très gros éditeurs aussi dans le monde scientifique, se battent pour, bien entendu, leur précaré et aimeraient l'éviter. Donc ils mettent en avant qu'ils ont tout un travail éditorial qui coûte cher, etc. Tout ce qui était publié dans des congrès, par exemple, c'est Creative Commons. Ah non, non. Et c'est souvent très cher en plus. Généralement, le marché de la publication scientifique est très cher et c'est une source de coûts pour les universités plus que de... Ça coûte horriblement cher parce que... Alors, pour en revenir encore un peu à notre équipe, il y a plein d'ingénieurs qui publient dans les congrès d'astronautique. Tous les ans, il y en a. Alors là aussi, j'ai contacté l'IAF, leur demandé est-ce que je peux au moins, pour les ingénieurs de Cannes qui ont publié des trucs, les reprendre. Réponse, oui. Au cas par cas, mais... Alors, il existe aujourd'hui des archives ouvertes qui se sont créées dans les sciences humaines sociales, là, la HAL ou HAL. Il existe plein de projets dont on ne va pas parler ici, parce que je ne voulais pas me centrer sur la connaissance scientifique, mais il existe énormément de projets qui permettent de publier en open source, ou en tout cas dans un format ouvert et réutilisable de la connaissance scientifique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des revues 3 étoiles CNRS, c'est plutôt du payant. C'est tout le combat de Aaron Swartz et des archives ouvertes, et de l'accès à la connaissance et aux informations. Et on revient finalement sur Diderot qu'on a vu au départ. La connaissance disponible, en fait, elle n'est pas si disponible que ça. Sauf, si vous voulez regarder sur Internet, vous allez sur les grands sites, là, Elsevier ou des choses comme ça. Pour avoir accès à un article, en général, on ne vous met que 2 ou 3 lignes, puis ensuite, il faut acheter le PDF, et c'est 12 euros. 12 euros un PDF de 15 pages. Ah oui. C'est hyper cher. Donc les universités payent, ou les labos, hein, on paye des gros, chaque année, des abonnements de dizaines de milliers d'euros pour qu'on puisse télécharger. D'où le succès de Wikipédia. Au final, les gens réécrivent des trucs, bon, c'est quand même assez juste dans la plupart, mais quelqu'un qui cherche l'information, il tombe sur Wikipédia, il est content. Je pense qu'on ne peut pas comparer le marché de la publication scientifique au succès de Wikipédia, parce que Wikipédia a des critères qui n'acceptent pas le travail inédit, donc c'est pas adapté aux publications. Ouais, non, c'est pas. Mais il y a des choses à faire au niveau du marché, au niveau de la publication scientifique, il y a des choses à faire. Mais c'est en train de bouger, je pense que dans quelques années, ça aura... Ça marche aussi chez... Vous regarderez, il y a plein d'exemples. Celui-là m'a plu aussi, c'est tout simplement une manière finalement de crowdsourcer de l'innovation, en tout cas de la créativité, lancée par Fiat. Ils ont demandé à des gens, dites-nous... Dites-nous qu'est-ce que vous aimeriez mettre dans une voiture, des idées de voiture, des choses liées à la voiture. Tout sera mis en commun sur un site, donc éventuellement même pour les concurrents de Fiat. C'est un peu de pub, hein, en vérité. Mais c'est intéressant, j'aime bien cette voie-là aussi de se dire, et ça c'est quelque chose qui m'agace, je vois souvent des gens, je crois que j'arrêterai là-dessus, je vois souvent des gens qui disent, j'ai une super idée, mais je ne peux pas t'en parler vraiment. Parce que c'est une super idée. T'as peur quoi? Que je te la prenne et que je m'en aille voir un banquier et que je monte un truc, etc. etc. D'abord, à chaque fois que j'ai eu une super idée, mais vraiment à chaque fois, je vous le promets, j'ai fait une recherche un peu approfondie sur Google, sur des moteurs de recherche différents, et à chaque fois, j'ai trouvé que quelqu'un y avait déjà plus ou moins pensé un truc qui ressemblait, que ça existait déjà, etc. Donc déjà,
les idées, elles sont un peu partout. Et la meilleure manière de faire mourir une idée, c'est de ne la dire à personne. Donc je crois que c'est Einstein qui disait « Prenez mes idées, j'en aurai d'autres ». Donc, allons-y. Je pense que l'innovation, c'est pas l'invention. L'innovation, c'est l'art justement de transformer des bonnes idées en réalisation, en business, en trouvailles, en réussite. Et c'est ça qui est difficile. C'est vraiment ça qui est difficile. Le truc est juste au début, il ne faut pas croire. C'est que tous les grands génies qu'on nous montre comme des grands innovateurs, souvent sont des gens qui ont pris des choses qui existaient déjà pas mal autour d'eux. Hein. Thomas Edison y compris, ou plein d'autres. Voilà. Donc voilà, je pense que vraiment, l'innovation, c'est ça. Parlez, dites-le, ramassez ce qu'il y a autour. Voilà. Je finis là-dessus. Merci.